Et donc, je vous dis un grand merci. Grand merci à tous les représentants de la presse. Parce que c'est important pour nous. Et nous savons que ça bouge actuellement. Vous avez aussi beaucoup de travail. Et il y a déjà eu beaucoup de conférences de presse, d'interviews par rapport au sujet de l'état de la nation et aussi par rapport aux pensions. Mais nous n'avons pas pu agir différemment. Il nous a fallu convoquer une conférence de presse parce que nous sommes furieux de ce qui a été annoncé, non seulement par rapport aux pensions, mais aussi par rapport à de nombreux autres points. Et je propose de commencer avec le dossier des pensions, parce que actuellement tout le monde en parle, c'est le top théma, et nous voulions en fait vous dire que tant ce qui a été dit à l'état de la nation par le Premier ministre, que ce que la ministre, Mme Deprez, a dit quelques jours plus tard, sur de nombreux points, c'est inacceptable pour le front syndical. Quant au fond et aussi quant à la forme. Et je vais vous expliquer ce qui ne peut pas aller dans ce contexte. Et Patrick va aussi parler de la forme et de tout ce que nous avons vécu au cours de la dernière année. Une phrase encore par rapport au chaos de la communication. En fait, tout cela est venu parce que depuis un an, ils ont tout fait pour ne pas se réunir autour d'une table avec nous dans un dialogue social correct, dans une tripartite autour de ce sujet. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois, jamais encore le modèle social luxembourgeois n'a été autant bafoué par un Premier ministre que le Premier ministre actuel ne le fait. Et dès le départ, sur le sujet des pensions, il voulait contourner le modèle social luxembourgeois. C'était clair et maintenant, nous avons une cacophonie de messages qui ne sont pas clairs. Nous avons beaucoup de conférences de presse où on ne dit rien du tout. Nous avons des membres du gouvernement qui se contredisent. Nous avons un Premier ministre Frieden qui présente l'état de la nation et le jour suivant, le ministre Delles qui dit que pour un point, il s'est mal exprimé. Vous avez Mme Deprez qui a aussi une autre présentation par rapport à M. Frieden, puis il y a M. Chokmel qui dit « nous n'étions pas informés » et des députés, Mme Hartmann, M. Gilbaum qui disent « nous ne savions pas de manière concrète ce qui allait être dit à l'état de la nation ». Pourquoi est-ce qu'il l'aurait dit si ce n'était pas vrai? Et donc, c'est vraiment un grand chaos et pendant des mois, ils discutent avec de nombreux acteurs, aussi avec nous, pour finalement faire autre chose que ce qui a été dit dans toutes ces discussions. Et alors, nous apprenons par la presse quelles sont les conclusions de tout cela. Donc, c'est clair, ce gouvernement est dans une crise de communication. Et ce n'est pas très utile pour le dossier. Et de cette manière, le dialogue social ne peut pas fonctionner. Bon, vous pouvez parler, nous écoutons et nous faisons ce que nous voulons. Dans le dossier des pensions, il n'y a jamais eu de discussion sérieuse avec Madame la ministre. Elle n'a jamais parlé avec nous. Nous étions présents une fois dans une réunion où nous avons présenté notre position, mais elle n'a pas répondu, elle n'a jamais répondu. D'ailleurs, nous n'avons jamais parlé de sa position à elle. Il y a eu un an et demi de consultation, et maintenant, bon, nous avons décidé qu'on ne peut pas fonctionner de cette manière. Et le plus grave de ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont fait avec les jeunes, parce que depuis un an, ils disent « nous faisons cela pour vous, pour la génération future, nous vous écoutons, vous serez impliqués dans une large consultation, vous devez former votre avis par rapport aux pensions, nous vous prenons au sérieux et à la fin, on dit aux jeunes maintenant, nous allons faire la plus grave des réformes contre vous. Et c'est aussi ce que nous voulons dire aux jeunes. C'est le message que nous pouvons faire passer ici. Bon, la nouvelle est connue, les gens devront travailler pendant 5 ans de plus. Tout d'abord, il faut le dire clairement, tout le monde est concerné.
parce que ça aussi, on ne le savait pas tout de suite. Les jeunes sont le plus concernés, c'est connu. De toute façon, ils sont concernés en raison de la réforme de 2012 qu'ils ressentent. Bon, nous l'avons souvent déjà dit, mais pour rappel, avec un salaire moyen, on perd 400 000 € sur la durée d'une pension. Donc, la réforme de 2012, là, ils sont concernés. Maintenant, ils sont le plus impactés par les nouvelles annonces. Donc, ils seront les grands perdants. Et en plus, et nous y reviendrons, le système actuel n'est pas pérennisé, il n'est pas sauvé. Donc, ils seront encore concernés à l'avenir parce que personne n'a eu le courage de relever les cotisations. À côté des jeunes, les retraités d'aujourd'hui sont aussi concernés. Cela aussi, on l'a dit, et le Premier ministre l'a dit, il a dit rien ne se passe pour les pensionnés d'aujourd'hui. Mais bien au contraire, l'ajustement des pensions sera réduit de moitié, et cela aussi, c'est connu maintenant. Pour rappel, vous le savez, si l'ajustement des pensions n'avait pas existé au cours des 25 dernières années, la pension minimale serait actuellement de 600 € inférieure à celle d'aujourd'hui. Et actuellement, elle est déjà sous le seuil de la pauvreté. C'est encore un scandale. On n'a pas annoncé une augmentation de la pension minimum. Là, il y avait un large consensus dans toutes les consultations entre tous les acteurs. On a dit que la pension minimale devait être augmentée. Et puis, on en a aussi déjà beaucoup parlé au cours des derniers jours dans la presse. Cette réforme est socialement injuste et non solidaire. Socialement injuste pour de nombreux facteurs. Par exemple, les femmes qui, de toute façon, 80% des pensions minimales, ce sont des femmes qui les reçoivent, et si on ne les augmente pas, elles seront encore plus lésées. Et aujourd'hui aussi, l'âge effectif du départ à la retraite pour les femmes est beaucoup plus élevé en moyenne, parce que ce sont elles qui ont le plus d'interruptions de leur carrière. Donc elles aussi vont être plus concernées par la prolongation des années de cotisation. Là aussi, on a bien fait. Et oui, donc socialement injuste, parce que ce sont ceux qui commencent tôt à travailler, qui ne font pas d'études, qui commencent à travailler à 17-18 ans. Ce sont eux qui sont le plus concernés. Ceux qui, avant cette réforme, ont commencé à travailler à l'âge de 17 ans, ils ont pu prendre la retraite à 57 ans. Ce ne sera plus le cas. Donc la prolongation des années de cotisation concerne surtout ces gens-là. Et ce sont des gens qui travaillent dans des professions physiquement astreignantes. Ce sont aussi ceux qui travaillent avec le salaire le plus bas. Donc, socialement, c'est totalement injuste. Et plutôt que de dire nous voulons nous rapprocher des 50 ans, des 65 ans pour l'entrée en pension, bon, bah, pour cela, il faut adapter le cadre, améliorer les conditions de travail pour que la santé puisse permettre de travailler jusqu'à 65 ans maintenant. On le fait d'une manière totalement forcée pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est là aussi dans les discussions entre experts, c'était toujours un consensus. On a dit, si on veut parler de l'augmentation de l'âge effectif de l'entrée à la retraite, il faut que cela se passe dans un cadre volontaire et adapté. Et le pire, c'est que maintenant, c'est une réforme qui fait mal à tout le monde, une détérioration de notre système des pensions, tout cela sans assurer le système financier de manière durable et seulement pour que ce gouvernement puisse s'enterrer jusqu'aux prochaines élections. Et puis on va de nouveau recommencer à chercher des solutions. Et puis on dit aussi qu'on utilisera le budget pour couvrir le déficit. Donc, nous payons à tous les niveaux. Pourquoi est-ce qu'on a une réserve? Eh bien, c'est l'argent des gens, c'est l'argent des contribuables, des gens qui ont cotisé pour leur pension. Et maintenant, nous refusons d'utiliser cette réserve pour payer les pensions.
Et tout cela pour garder un niveau de réserve élevé. Nous savons tous que le système supporté par 3 acteurs, actuellement le salarié, il est pénalisé, il travaille plus longtemps. Les contribuables est pénalisé parce que les recettes fiscales sont majoritairement payées par les ménages, parce que nous devons payer encore une fois. Et le troisième acteur, les entreprises, eh bien là, rien ne se passe. On n'a même pas expliqué pourquoi une augmentation des cotisations est exclue. Et on ne nous donne aucune explication pour cela. Et ceci malgré le fait que nous avons vu que la majorité des gens accepteraient, il y avait un consensus pour une telle augmentation. Même l'OCDE nous a recommandé ou proposé de procéder à une augmentation des cotisations parce que nous sommes en dessous de la moyenne européenne, parce que pendant 40 ans, rien n'a été fait à ce niveau, parce que ce serait une mesure juste, parce qu'elle respecterait le système où tout le monde contribue, parce que c'est une mesure que nous pourrions tous ensemble supporter de manière solidaire. Et maintenant, les entreprises nous disent c'est impossible, 1% de cotisation de plus, ce serait notre fin. Et c'est totalement un non-sens, parce que les entreprises auront des problèmes. Nous dépendons des frontaliers. Ils ont un manque de main-d'œuvre et la sécurité sociale et le système de pension, c'est un facteur d'attractivité qui attire les gens pour venir travailler à Luxembourg. Et maintenant, nous enlevons cet argument. Et de cette manière, nous sommes d'avis que ce gouvernement lance une attaque contre l'attractivité du site Luxembourg. C'est un fait. Et ceci, tandis que dans un autre ministère, on accorde des allègements fiscaux pour les high net worth individuals pour attirer des talents depuis l'étranger. Mais on n'accorde aucune valeur aux frontaliers et on enlève l'attractivité de notre système de pension. Puis, le refus de parler d'une augmentation des cotisations, ce n'est pas de cette manière qu'on peut négocier. Ce n'est pas le modèle social luxembourgeois. Nous avons proposé des pistes de toute façon à la longue. Cela va entraîner beaucoup plus de frais, il y aura plus d'absence pour cause de maladie. Il faut envisager tout cela. Et puis, même Madame la ministre ne peut pas encore dire aujourd'hui quel serait l'apport financier, parce que nous supposons que ce ne sera pas très utile. Et alors on se demande pourquoi ces mesures, si ce n'est pas pour des raisons de frais. Les gens vont peut-être cotiser plus longtemps, mais les pensions vont aussi augmenter. Et la Chambre des salariés est en train de faire des calculs. Nous avons déjà apporté quelques modèles pour montrer que financièrement, cela ne va pas apporter grand-chose. Dernier point, le troisième pilier est totalement incompréhensible. Nous ne comprenons pas pourquoi on parle toujours de pensions complémentaires privées. Cela n'apporte rien au système. C'est seulement pour une bonne affaire pour les assurances privées. Puis, il y a la discussion avec l'espérance de vie. Nous vieillissons, alors on peut travailler plus longtemps. Mais alors, il faut dire que la ministre a présenté de faux chiffres. Elle a dit depuis 2011 et 2023, l'espérance de vie a augmenté de 3 ans. Le Statec dit que ce n'est même pas 1 an et demi, l'espérance de l'augmentation de l'espérance de vie. Et si les chiffres sont corrects, en 2024, il y a encore eu une légère diminution. De toute façon, l'espérance de vie, ce sont des moyennes tout à fait théoriques. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Nous ne vieillissons pas tous de la même manière. Les hommes et les femmes, les professions intellectuelles et manuelles. Et ceux qui sont le plus sanctionnés, les jeunes qui ne font pas d'études, qui ne suivent pas d'études, qui travaillent dans des professions manuelles, ce sont eux qui, d'après des études internationales, ont l'espérance de vie la moins élevée. Et c'est encore une fois contradictoire. Même si le progrès médical est bon, il faut quand même voir ce que cela veut dire. Vieillir, est-ce que c'est vieillir avec une bonne santé, avec une bonne qualité de vie? Ou est-ce que c'est vivre dans une maison de soins, dans un hôpital? Tout cela, ce sont des raisons qui nous incitent à dire que c'est inacceptable pour l'OGBL et
LCGB, et cela nous motive encore plus pour mobiliser pour le 28 juin à côté des pensions. Ils veulent nous faire travailler plus longtemps, ils veulent nous faire travailler aussi dans les commerces tous les jours, plus longtemps, les dimanches, les jours fériés. Ils s'attaquent au système des conventions collectives et le gouvernement revient à charge avec aussi une attaque aux droits de manifestation, la crise du logement, pour la question de répartition, la question du pouvoir d'achat. Donc, l'état de la nation, c'était un message catastrophique pour les salariés et surtout pour les jeunes, pour les générations futures, pour lesquels nous devons nous battre. Et bon, je vous remercie déjà. J'étais déjà très longue pour le contenu et Patrick Dury va encore parler de la forme avec laquelle nous sommes confrontés ici. Merci beaucoup, Nora. Même si la situation à laquelle nous sommes confrontés est très grave, je tiens à dire en début de mon intervention que c'est le premier dossier où le GBL et le LCGB ont débuté leur coopération intense. Je tiens à dire merci à Nora pour cette collaboration vraiment très réussie. Nous avons à faire une analyse et on constate que cette coopération fonctionne très bien. Donc c'est une voie à poursuivre. Ça, je voulais le dire d'emblée. Pour ce qui est de la réforme des retraites, le gouvernement, ou plutôt la ministre responsable des questions sociales, eh ben, elle fait son numéro, elle fait son spectacle. C'est un spectacle qui dure déjà depuis 1 an et demi. Le premier acte, c'était des déclarations musclées, soutenues par l'UL concernant la réforme des retraites. L'UL a tout remis en question, elle a critiqué le niveau des retraites, elle ne voulait plus faire comptabiliser les années pour les années d'études. La ministre a dit c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant notre responsabilité. Je ne vais pas parler des détails, mais il faut absolument faire quelque chose impérativement. Et d'après l'avant-dernier sondage plutôt, il y a 70% des gens qui disent que leurs pensions ne sont plus sécurisées, ne sont plus pénalisées. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. Ça veut dire que l'extrême droite peut avoir le vent en poupe grâce à de telles déclarations et on dit voilà, on fait une politique pour l'acceptation par les gens de la politique gouvernementale. Alors, c'est pas une question de populisme du côté du gouvernement qui manque et je me souviens que Madame le ministre avait dit que les inégalités de la vie active ne doivent pas être transposées dans la vie de retraité. Je lui avais posé la question comment elle évalue plutôt sa déclaration et j'attends toujours la réponse. C'est quand même pas n'importe qui le dit et c'est quand même quelque chose qui est différemment perçu par les gens et nous sommes quelque part un peu consternés quand nous voyons qu'à ce niveau-là, il y a des gens qui fassent de telles déclarations. Le deuxième acte, c'était cette consultation où on ratissait large. C'est quelque part le théâtre populaire des grands guignols. Donc, chaque ministre a sa prestation, 2 minutes par tête de pipe. Donc, on fait une déclaration des plus superficielles et les résultats qui sortent de ce processus, bon, il n'y a pas moyen d'en faire grand-chose, hein, mais ça, on le savait dès le départ. Il s'agissait uniquement d'avoir un numéro pour jouer à l'important face au syndicat. Et puis, troisième étape, on prend un chapeau claque et on en sort un lapin du style. Finalement, c'est pas si grave et de toute façon, ça pourrait être pire. Tout ce que Nora évoqué ici n'avait rien à voir avec cet exercice où chacun pouvait donner son grain de sel. Ça n'a rien à voir non plus avec la coopération des 2 grands syndicats. Et pourtant, les 2 syndicats ont été très constructifs.
collectif. Et c'est quelque chose que je veux souligner ici parce qu'on prétend toujours le contraire. L'OGBL et le LCGB savent que notre système des retraites doit être renforcé pour qu'il puisse faire face aux défis, puisqu'il puisse résister aux défis des challenges actuels et futurs. Nous avons des propositions sur plus de 130 pages. Je tiens à dire plusieurs aspects. Le déplafonnement dans le secteur privé, Nora l'avait déjà dit, une augmentation des cotisations. Nous ne sommes pas les seuls à le réclamer. L'OCDE, ce n'est pas une organisation syndicale, mais eux aussi, ils pensent qu'on peut le faire. Alors, il est également question d'une contribution sociale comme pour l'assurance dépendance. Il est question d'impôts particuliers. Et nous avons toujours veillé à ce qu'on soit toujours à 3 à cotiser pour maintenir cette communauté solidaire. Et c'est vrai qu'on veut ne pas pénaliser le travail. Mais on a parlé d'une progressivité des cotisations. Si quelqu'un gagne plus, il se pourrait que l'intéressé doive payer un peu plus. Alors, on a également parler de situations de rachat de droits à la pension ou pour les jeunes qui profitent de bourses d'études, qu'ils pourraient pouvoir y ajouter quelque chose pour qu'on reconnaisse non seulement les temps d'études. Alors, concrètement, on avait soumis cette proposition à la ministre des Questions sociales, mais la ministre n'a pas voulu répondre en octobre dernier à ces questions. Jusqu'à présent, nous attendons toujours une prise de position suite à l'avis de nos organisations syndicales. Il n'y a pas eu d'autres réunions bilatérales ni sous forme de tripartite. De toute façon, vous en auriez été informés. En revanche, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on reçoit les nouveaux éléments grâce au discours du Premier ministre ou grâce à la conférence de presse de la ministre. Donc, nos propositions ne figurent pas au package, comme on l'appelle maintenant, package cousu unilatéralement par le gouvernement. Les gouvernements se sont bougés dans le cadre de notre système social auquel le Premier ministre veut mettre fin. Le ministre ne veut pas de rencontre. Alors, 4e acte, les syndicats et les organisations des jeunes devraient élaborer les détails avec la ministre, chose qui est inacceptable, c'est inadmissible. Le Premier ministre, il fait quelque part capoter le système de la tripartite où tout le monde était à un même niveau et il cherche quelque part, d'une part, des salons où l'on cause, mais en réalité, il ne cherche qu'un alibi pour obtenir l'aval à ses projets. Mais là, on n'est pas du tout d'accord. Ça, ce n'est pas une façon d'agir respectueuse du gouvernement avec les syndicats. Quelque part, on mène l'OGBL et le LCGB en bateau et on mène en bateau également les plus de 25 000 membres. Dans le cadre du front syndical, nous aimons dire très clairement, le OGBL et le LCGB ne sont pas des figurants dans cette pièce de théâtre. Nous avons écrit une lettre que nous pourrons distribuer si vous le souhaitez. Comme ça, vous en avez l'original. Alors, et ce qui est nouveau, c'est qu'après, ce n'est seulement après cette conférence de presse, ce sera envoyé à la presse, parce qu'en fait, on fait comme eux, quoi. Hein? On reçoit d'abord les informations de la presse et donc, comme ça, vous êtes les premiers à le savoir. Les déclarations du Premier ministre sur les conventions collectives et les réformes de la pension ont donné le mot fort pour faire déborder le vase. Les entretiens de janvier, mars, les tables sociales, le 8 mars et au mois de mai. Donc, au total, il y a eu 5 réunions où le Premier ministre n'était pas à même d'expliquer les projets du gouvernement qu'il a concocté lui-même et il n'a pas réussi
réussi à écarter d'éventuels malentendus. C'est pour cela que nous refusons de participer à des réunions du style table sociale chez le Premier ministre. Nous ne participons plus non plus au comité permanent du travail et de l'emploi. Nous ne participerons ni à des réunions avec la ministre dans le cadre de la réforme prévue des pensions, ni au groupe de travail dans le cadre du ministre de la Santé. OGBL et LCGB exigent très clairement une réunion du comité de coordination tripartite pour avoir un cadre décent afin de se faire des réflexions sur les retraites, la santé, la fiscalisation, la libéralisation des heures de travail et la réforme fiscale envisagée pour envoyer des consensus à ce niveau. Notre système social est en crise et c'est pour cela que notre instrument des crises doit pouvoir être actionné. Et en plus, comparé à ses prédécesseurs Juncker et Bettel qui misaient sur le système social, le nouveau Premier ministre, il mise sur les problèmes et pas sur leurs solutions. Il devrait pourtant savoir mieux que la politique, c'est pas un jeu. Ce pays et les gens qui travaillent, qui vivent, et surtout également ceux qui sont frontaliers et qui se déplacent quotidiennement pour venir bosser ici, eh bien, ils ne vont pas fonctionner comme ça. Un bon CEO, il doit savoir quel capital représente ses salariés. Et il doit donc chercher le consensus. Et le gouvernement doit savoir que sa responsabilité est engagée. Ils ne vont plus pouvoir se cacher derrière un simulacre de dialogue social. OGBL et LCGB, suite à cette politique humaine, vont ouvrir un nouveau chapitre. Notre premier acte, ce sera la grande manifestation du 28 juin 2026. Oui, on voit une coupure par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à la politique telle qu'elle a été menée. Le dialogue social tel que l'a mené, ce sont quand même des acquis construits pendant des dizaines d'années qui sont maintenant mis en question au détriment des futures générations. Et quand il y a des temps différents, il y a aussi des syndicats différents. Et c'est ce que Patrick disait, le 28 juin, nous descendrons dans la rue et donc, et puis on verra. Un grand merci pour votre patience et votre présence. Voilà, c'est la situation. Alors, bien entendu, si vous avez des questions, allez-y.